Un des personnages les plus mystérieux de One Piece, le plus fort épéiste du monde, l'objectif du second de l'équipage des chapeaux de paille, Roronoa Zoro, j'ai nommé Jurakelu Mihawk. Si l'on sait qu'il est le meilleur bretteur du monde, on ne sait pas réellement comment il a atteint ce niveau et ce dont il est réellement capable. Et c'est sur ce deuxième point que la théorie va se concentrer. Allez, c'est parti. Avant de commencer de théoriser, commençons par créer une fiche du personnage. Jurakelu Mihawk est un homme âgé de 41 ans au début du manga et de 43 après l'ellipse. Il est l'un des 7 Shichibukai et sûrement l'un des hommes les plus forts du monde, même s'il n'est que corsaire. Il est aussi le plus grand batteur du monde et fut durant un long moment le rival de Shanks. Étant un homme très solitaire, il se déplace sur son petit navire seul et vit dans un château à Kuraiganato, où il sera dérangé par la suite par Perona et Zoro, tous les deux envoyés par Bartholomew Kuma. Il se bat avec un sabre géant du nom de Kokutoyoru, une épée légendaire faisant partie des 12 Saijo Owazamono. Il fut le premier Shichibukai à être introduit dans One Piece et le premier ennemi imbattable pour l'équipage. À partir des illustrations de Oda mettant en avant un Mihawk enfant, on peut remarquer qu'il porte un sabre en bois. Ainsi, il débuta à apprendre l'art du combat à l'épée très jeune. On peut donc imaginer que son rêve était lié à cette passion et qu'il est devenu pirate pour se mesurer à des hommes forts, après avoir entendu les promesses de Goldie Roger à Logtown avant son exécution, car on peut remarquer dans le chapitre 0 qu'il faisait partie de ces pirates étant présents dans la foule et ayant assisté à ce moment mythique et révolutionnaire. Cependant, après avoir enfin trouvé un rival, Shanks il fut déçu lorsqu'il vit ce dernier revenir sans son bras et perdit intérêt à se mesurer à lui. Il décida sûrement donc de rejoindre les Shichibukai pour mener une vie paisible. Cette idée de vouloir se mesurer à toujours très fort est renforcée durant la lecture du chapitre 553 où Mihawk dit vouloir voir de ses propres yeux et mesurer la différence de force entre lui et Barbe Blanche. Une première idée nous vient avec ces mots « voir de mes propres yeux » sur lesquels on reviendra plus tard. Mihawk testera d'ailleurs l'attitude de Luffy durant cette guerre pour voir s'il est capable de guider Zoro et de la mener jusqu'à lui, et c'est là qu'on en vient à son nouvel objectif. En effet, dans les chapitres 50, 51 et 52, on observe qu'un intérêt pour Zoro naît en Mihawk, qui le battra à plate couture mais qui lui dira de se surpasser, de le rejoindre et de venir l'affronter. Mihawk est toujours à la recherche de personnages puissants pour tester son art de l'épée et sa maîtrise. D'ailleurs, il ne porte considération qu'envers les personnages qu'il reconnaît. Passons maintenant au sérieux de la théorie. Sur quoi relève la puissance de Mihawk? Seulement sur sa maîtrise de l'épée? Sur son épée même? On a vu qu'avec une petite lame de la taille d'un cure-dent, il a pu maîtriser totalement Zoro et le ridiculiser. Donc songer que ses compétences soient liées à son épée car elle fait partie des 12 Saijo Owazamono est une mauvaise façon de voir les choses. Si un épéiste peut se parfaire dans deux choses pour devenir le plus fort, c'est bien l'art de l'épée et les deux haki, que tout être humain peut développer après des rudes d'entraînement et de l'expérience. Mihawk s'entraîne depuis qu'il est tout petit, il est donc totalement censé de penser que son haki s'est réveillé depuis un moment. Mais l'art de couper toute chose est propre à ses capacités d'escrimeur et d'épéiste. En effet, on a pu voir Zoro se rapprocher de ce niveau durant son combat face à Mr. One dans le chapitre 195, donc 195 pour les Français, où il comprendra enfin comment arriver à trancher ce qu'il désire. Chaque Shichibukai de la génération d'avant l'ellipse se voit attribuer un animal le décrivant d'une certaine manière. Boa Hancock est liée au serpent, logique puisqu'elle a le fruit de la gorgogne et se déplace la plupart du temps avec un serpent, sans compter son bateau ou encore ses sœurs appuyant ce choix d'animal. Doflamingo et le flamant rose par rapport à sa veste, Kuma et l'ours pour son fruit du démon et son apparence physique, etc. etc. Mihawk lui s'est vu associé au faucon, car Hawk de son nom signifie faucon en anglais, mais aussi pour ses yeux bien différents des autres. Mais cela s'arrêterait-il là? Pour les personnages les plus forts, on tend à penser que leur surnom est lié à leur capacité de combat et non à leur apparence physique. En effet, si Boa est associée au serpent, on la surnomme l'impératrice pirate pour sa capacité à gouverner les autres et à les pétrifier par exemple. Et je pense que c'est pareil pour Mihawk qui est surnommé œil de faucon, qui s'est vu attribuer ce titre par rapport à son excellent acquis de l'observation qui lui donne un avantage considérable dans les combats. En effet, si le acquis des rois et de l'armement ne lui amène rien en tant qu'épéiste et vu qu'il ne possède point de fruit du démon, c'est vraiment cette combinaison de ses capacités de combat à l'épée et de son fort acquis de l'observation qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. Mihawk nous a déjà montré ce acquis de l'observation plusieurs fois d'ailleurs. Premièrement face à Zoro où il était capable de contrer parfaitement chaque coup lui étant porté avec une lame très petite. La dextérité ainsi que le placement étaient parfaits au millimètre près. De plus, comme dit précédemment, il met en avant cette envie de voir de ses propres yeux l'écart de puissance entre lui et Barbe Blanche,
et je pense qu'il s'agit d'un foreshadowing de la part d'Oda. Si on associe directement la capacité à prévoir ce que compte faire l'adversaire avant même que ce dernier ne pense à sa future action ou acquis de l'observation, on oublie trop souvent la deuxième capacité conférée par ce dernier, une capacité démontrée durant l'arc Skypiea avec Eneru. Eneru détient un acquis de l'observation très puissant et il était non seulement capable de prévoir tous les coups des Mugiwara, mais il pouvait aussi savoir exactement tout ce qui se passait dans un énorme périmètre autour de lui, comme on a pu le voir dans le chapitre 244 où Eneru foudroie directement la position de Konis qui avouait avoir voulu piéger les Mugiwara sous la menace de se faire exécuter. Et Eneru a eu conscience de ça en un instant, et étant à des kilomètres de distance, il s'agit de la deuxième capacité liée au acquis de l'observation. Cette dernière permet donc de savoir tout ce qui se passe autour de soi, au temps même. Et Mihawk, lui, a réussi à trouver Luffy dans une foule de 5000 personnes alors que Luffy était en guerre seconde et se déplaçait donc hyper rapidement. Il s'agit encore une fois du acquis de l'observation de Mihawk, un acquis de l'observation très développé. Riley dira d'ailleurs à Luffy durant le chapitre 597, donc 597, qu'en général, les utilisateurs entraînent plus l'un des deux au détriment de l'autre pour pallier à leur faiblesse ou pour augmenter leur force. Quelqu'un comme Mihawk n'ayant aucun souci à couper tout ce qu'il veut excepté le diamant et pouvant parer tous les coups avec son épée ne verrait pas d'intérêt à développer son acquis de l'armement à son maximum, même s'il a bien évidemment une très bonne base dans le domaine pour empêcher son épée de se briser et pour toucher les utilisateurs de fruits du démon. Mihawk ferait donc partie de cette catégorie de personnages ayant les acquis de l'observation les plus développés de l'univers de One Piece avec Katakuri et Eneru. Ce acquis lui donnerait un avantage considérable dans ses combats lui permettant de mettre en avant une maîtrise de l'épée parfaite et en connaissance de son entourage et du futur mouvement de son adversaire. Bien évidemment, cela ne retire en rien les capacités d'épéiste de Mihawk, même si on a pu voir sa limite face à Jaws dans le chapitre 553 où Jaws bloque le coup d'épée le plus puissant du monde. Mihawk ne peut donc en effet pas tout trancher et Zoro le surpassera sûrement aussi de cette manière vers la fin du manga. Un combat prometteur nous attend d'ailleurs entre ces deux personnages à très fort charisme et Zoro devra se surpasser pour atteindre Takanome Mihawk. Il serait même intéressant de voir Zoro choisir un autre chemin que Mihawk et préférer donner de l'importance à son acquis de l'armement plutôt qu'à celui de l'observation pour voir la nature même de ces deux acquis se confronter. Et voilà, c'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager un maximum cette vidéo pour m'aider à augmenter sa visibilité. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu as des arguments ou contre-arguments ou pour autre chose bien évidemment. C'était Lusaka et je te dis à la prochaine. Une dernière chose, n'oublie pas d'activer la cloche disponible à côté de mon nom de chaîne pour suivre comme il faut mes prochaines vidéos. Me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook, les liens sont toujours dans la description.